Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, étant donné les circonstances internationales, je pense que ce serait intéressant de parler de la guerre et de l'État, parce qu'effectivement, nous, libéraux, nous nous intéressons aux libertariens, nous nous intéressons également aux relations internationales. Et effectivement, il faut que nous expliquions aussi à nos auditeurs que pour nous, euh, la guerre et les relations internationales d'une manière générale sont le domaine de l'État. Et donc, la guerre moderne, elle est une conséquence de l'État moderne. Et en réalité, on voit très bien que lorsque l'État moderne n'existait pas, il n'y avait pas non plus de guerre moderne. Et donc ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes ne font pas l'association directe entre guerre et État et ne réalisent pas que c'est la croissance de l'État qui également a augmenté, disons, peut-être pas la fréquence des guerres, mais au moins l'intensité des guerres et sa capacité de détruire, et détruire également des installations civiles et la vie civile. On se rappelle qu'avant l'État moderne, les guerres étaient réalisées souvent par les professionnels. On sait que le terme soldat vient de solde, et que, étant donné un État faible relativement, les guerres n'avaient pas l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est qu'avec Napoléon, avec la conscription et l'État moderne, l'État-nation, que les armées ont cru en taille. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Russie et la France étaient les pays les plus dominants à la fin du 18e et au début du 19e, parce que tout simplement, leur population était les plus grandes, et l'Allemagne n'étant pas encore donc unifiée. Et je voulais ajouter une autre chose. Donc, nous avons un auteur plutôt progressiste, Randolph Bourne, qui écrivit à la fin de sa vie, à la fin de de la Première Guerre mondiale, un essai sur l'État où il disait, c'est assez connu aujourd'hui dans le monde anglo-saxon, mais il disait la santé de l'État, c'est la guerre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Et on voit très bien que non seulement l'État, évidemment, a une ambition conquérante, et ça, c'est quelque chose qui est évidemment profondément humain, mais il faut comprendre aussi que l'État se nourrit de la guerre dans le sens où l'État utilise l'état de guerre ou les mauvaises relations avec les euh, pays ou des pays limitrophes comme un prétexte pour augmenter le pouvoir de l'État dans la société, le contrôle de l'État dans la société et la taille de l'État. Et on sait très bien que parmi tous les pays européens, la Première Guerre mondiale a été une raison et une excuse pour augmenter dramatiquement la taille de l'État. On le voit très bien si on regarde les chiffres de PIB ou de dette sur PIB, par exemple. On peut revenir à la fin du 19e et aller jusqu'à aujourd'hui. On voit très bien qu'à partir de 1914, il y a eu un pic. Et on n'est jamais réellement descendu après. C'est ça le problème. L'État s'est pris énormément de, entre guillemets, responsabilités et en expliquant que ce sont des mesures, des taxes, des contrôles de prix, etc., des réductions de liberté qui ne sont que nécessaires maintenant pour combattre l'Allemagne, par exemple, ou pour combattre la France quand on est en Allemagne. Mais on voit que après la guerre, une fois la guerre terminée, et ça on le voit très clairement après la Première Guerre mondiale et également après la Deuxième Guerre mondiale, on voit très bien que on ne revient jamais réellement à l'état avant guerre, antebellum. Euh, Évidemment, il y a une réduction des taxes, il y a un relâchement du contrôle de l'État, donc après 1918, après 1945, mais nous ne revenons réellement jamais à l'État avant-guerre. Donc on voit très bien, et d'ailleurs une personne qui s'appelle Robert Higgs a écrit un livre phénoménal à ce sujet qui s'appelle L'État, la guerre et le Léviathan, et qui est décrit en détail
ce genre de phénomène qu'on voit dans beaucoup de pays. Donc voilà, quelques pensées introductives. Je te laisse donc continuer, Patrick. Merci, Finn. Alors, c'est sûr que l'État et la guerre, c'est un sujet extrêmement vaste. Si je fais une petite référence à Frédéric Bastiat, Frédéric Bastiat s'est opposé à la conquête de l'Algérie et s'y est opposé pour plusieurs raisons qui peuvent être des raisons pertinentes dans le temps. C'est-à-dire que ça s'applique à autre chose, à un autre conflit que la guerre d'Algérie. Il disait, par exemple, que, la guerre, c'est le sang des hommes. Ça coûte de la vie à des jeunes gens pour pas grand-chose, en fait, dans ce cas-là. Ensuite, il disait, ça coûte de l'argent. Et cet argent serait mieux utilisé si il était employé à développer la patrie, la France, par exemple. Ensuite, il disait que c'était une guerre de conquête. Bastia et les libéraux admettent que les guerres où quand les gens prennent les armes pour défendre la patrie, c'est tout à fait légitime parce que la légitime défense, le droit de se défendre, le droit de défendre sa patrie, le droit de défendre sa liberté, sa propriété et sa personne sont inhérents à l'espèce humaine et c'est un droit que l'on appelle ou que l'on peut qualifier de naturel, c'est-à-dire qu'il existe même s'il n'y a aucune loi qui le définisse. Donc, je pense que ces trois éléments, l'opposition garde conquête, le coût humain et le coût matériel sont des éléments qui sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe actuellement, parce que tu as fait une petite euh, perspective historique, donc aujourd'hui, ce qui se passe, à mon avis, dans un pays comme la France, le gouvernement, l'État français a besoin d'un ennemi extérieur. Il a aussi besoin d'ennemis intérieurs, mais dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, il a besoin d'ennemis extérieurs. Aujourd'hui, il a un ennemi extérieur qui est la Russie et son chef, son président, qui est Vladimir Poutine. C'est un ennemi extérieur qu'ils se sont créés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas du tout. D'abord, ils ne connaissent pas l'histoire ni de la Russie ou de l'Ukraine. Ils ne connaissent pas du tout ça. Ils n'ont pas de culture de ce côté-là. Ils n'écoutent pas ce que dit la Russie. Ils n'écoutent pas ce que dit Poutine. Par contre, Macron, comme beaucoup de dirigeants européens, joue les votes en guerre parce que la guerre les intéresse. Et quand on parle de la guerre aujourd'hui, ça permet de masquer tous les problèmes auxquels les gouvernements successifs ont confronté la France, que ce soit l'effondrement économique, l'effondrement industriel, l'effondrement de l'éducation, l'insécurité partout. Il suffit de voir encore ce qui s'est passé récemment avec l'assassinat de cette pauvre surveillante pour voir que la situation en France est vraiment catastrophique. Et au lieu de s'occuper vraiment de ça, Macron et d'autres gouvernements, ils sont en train de créer un adversaire qui, pour moi, n'est pas un adversaire réel. Ils se créent un ennemi imaginaire de façon à pouvoir détourner l'attention des Français là-dessus. Détourner l'attention des Français là-dessus et aussi leur piquer davantage d'argent. Si tu permets cette expression un peu triviale, puisque les Européens ont décidé de réarmer avec un plan à plusieurs centaines de milliards d'euros, alors que la France, par exemple, a une dette colossale et un pays en déficit, un budget en déficit depuis 1974. Autrement dit, on marche complètement sur la tête. Mais je te dis ça pour abonder dans ton sens, en disant que aujourd'hui, ce que nous vivons montre que les États sont des artisans de guerre et ne sont pas des artisans de sécurité. Parce que le seul rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, c'est la paix, et à l'extérieur, c'est la paix avec les pays étrangers. Malheureusement, aujourd'hui, l'État français n'est pas dans cette logique. L'État français est dans une logique de chercher la guerre, provoquer la guerre, étendre la guerre, ne pas chercher la paix. Oui, exactement. C'était de bonnes remarques. J'aimerais ajouter sur le rôle de l'État. Je considère qu'il faut remettre en cause tous les rôles de l'État, y compris le rôle régalien. Il faut aller plus loin que Bastia, il faut aller jusqu'à
Gustave de Molinari, qui remettait en cause également la production de sécurité en tant que monopole étatique. Tout ça, c'est fondamental. Je pense qu'il ne faut pas se limiter intellectuellement. Euh, et juste parce que la situation aujourd'hui est telle qu'elle est, cela ne veut pas dire qu'il faut se limiter intellectuellement et dire que l'État a forcément ces rôles-là. Donc, je pense que c'est Évidemment, important de toujours maintenir cela en tête. Nous pouvons faire, à mon avis, une vidéo sur Gustave de Molinari et la production de sécurité dans un marché libre. Ça, je pense que c'est très intéressant et très important. Mais pour revenir à ton point, il y a le concept de guerre juste. Voilà, on peut en débattre, mais effectivement, si dans la situation actuelle, le peuple a quelque part, en grande majorité, donné les droits à l'État minimal de les protéger, on peut imaginer effectivement qu'il y a un concept qui s'appelle guerre juste de la part de l'État, où l'État fait la défense non seulement interne, comme tu disais, mais également la défense contre des ennemis externes. Le seul problème, Patrick, c'est que la majorité des guerres ne sont pas les guerres justes, ne sont pas les guerres réellement de défense de la population, elles sont des guerres en défense des intérêts d'une minorité oligarchique. Et c'est là toute la différence. Donc, si on regarde dans l'histoire, même si on admet qu'une guerre juste peut exister, est légitime, on voit en réalité dans l'histoire qu'il y a très très peu de guerres justes. Et pour revenir un petit peu en exemple, l'Algérie, effectivement, j'ai lu récemment un passage de Bastia où il expliquait qu'en fait, la présence française en Algérie a, cette colonisation a, dès le début, dès le 19e siècle, créé énormément de difficultés dans cette fragile société algérienne à l'époque. oui, dans des commentaires sur un peu sur le fond, sur le rôle de l'État, le rôle indispensable, entre guillemets, ou paraît-il indispensable de l'État dans ses fonctions régaliennes. Je suis d'accord quand on dit qu'il peut exister un système qui marcherait beaucoup mieux où l'État ne sans État. Mais ce que je crois aussi, c'est que dans une société comme la nôtre, qui est extrêmement centralisée et où l'État est présent depuis des centaines d'années, c'est totalement invendable. Je pense que c'est déjà expliquer aux gens qu'ils vivraient beaucoup mieux si, avec un État minimum qu'on appelle une minarchie. C'est difficile à leur faire comprendre et c'est encore plus difficile à ce qu'ils nous croient. Bien Alors, sûr. si on leur dit d'emblée, si on leur dit d'emblée, bon, il faut plus d'État et on peut Oui, très très oui. bien assurer les fonctions de sécurité nous-mêmes par des organismes Mais ça, c'est différents et différent. consentis, Ça, c'est différent, c'est Patrick. c'est difficile Ça, c'est différent, Patrick, à mettre puisque, en avant. en effet, là, on parle de raisons pratiques, n'est-ce pas? Pas de raisons fondamentales. Donc, il faut faire pour moi la différence. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et reprenons cette conversation prochainement. Oui, et il y aura beaucoup à dire. À bientôt. Merci. Au revoir, Patrick. Au revoir, Phil.